Smart, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique les shows de la WWE et consorts, mais pas que. On invite aussi des stars, je suis Raphaël, mais n'hésitez pas à suivre ce que font nos amis Tonton, Ringside. Ils ont invité Jean Brassard, une grande légende vivante de la voix francophone du catch, mais ici on est pas mal à Catch Up aussi niveau voix francophone du catch. On parle des anciens avec Jean Brassard, on va parler des petits nouveaux. J'invite un nouveau membre de Catch Up qui fait son premier pay-per-view pour ce WrestleMania Backlash Review. Il s'appelle Zigote, souhaitez-lui bon accueil. Ça va Zigote? Ben, ça va très bien. Et toi, Raphaël, merci de l'invitation pour ce tout premier pay-per-view pour ma part. Allez écouter le You Talk Too Much avec Jean Brassard. C'est un petit bijou. Ah bah bien sûr, ouais, exactement. N'hésitez pas à écouter comme ça les parcours des uns et des autres. D'ailleurs toi-même, Zigote, tu es passé sur le grill des Tout questions. à fait. Voilà, pas trop stressé par cet exercice? Non, pas du tout. Après, vous savez recevoir et accueillir. Ah bah ça fait plaisir. Bon, on essaye de créer une bonne ambiance toujours, entre copains, entre passionnés, hein. Eh ben écoute, premier pay-per-view alors? Tout à fait. Premier pay-per-view. Là, je me suis déjà eu ma séance de bisutage avec Raw. Raw, je ne sais plus. Si, peut-être. Ah, j'en doute. SmackDown, j'en ai déjà fait 2. Raw, je crois un. Et là, oui, mon tout premier pay-per-view. Et après, je ne touche pas à la AEW, hein. Comme dirait Papy, ce sont des faits de mineurs. Du coup, je ne m'y intéresse pas. Ah, ça viendra peut-être, ça viendra peut-être. En tout cas, là, comme tu dis, on est dans la big league, donc on va être ensemble pour reviewer ce WrestleMania Backlash 2021. Donc toujours dans le Thunderdome, évidemment, nous sommes toujours sans public, malheureusement. Ce WrestleMania était une petite parenthèse, on espère, on entend parler de SummerSlam pour un nouveau retour de la foule, mais bah écoute, on verra bien, on verra bien. Est-ce que Zigote, tu as vu le pré-show? Alors, comme la plupart des membres de Catch Up, non. Eh ben moi non plus, c'est formidable. Donc on va expédier ça très très vite. Il suffit de lire un résumé pour apprendre que Sheamus a fait un petit peu son kéké en Open Challenge à nouveau et qu'il a affronté Ricochet, le bon ami de notre ami Tonton, et que Ricochet a perdu. Voilà, donc voilà, peut-être Comme un nouveau d'habitude. challenger, voilà, qui est en train de se créer pour remplacer un peu Humberto Carrillo. Pourquoi pas, ma foi. Oui, du coup, vu qu'il a été blessé la semaine dernière, et comme on ne sait pas, enfin, je n'ai pas entendu parler de la gravité de la blessure de Carrillo, du coup, Bah je ne sais pas non plus. Mystère. fast-checking, peuple de Catch Up. Fact-checking. Et bon, le premier match, l'opener, on avait des matchs costauds sur cette affiche de Backlash. C'est le Raw Women Championship, donc Triple Threat, comme on dit. La gagnante, la championne, pardon, Rhea Ripley, qui affronte Asuka, la précédente championne, et la fameuse Charlotte Flair, qui a réussi à foutre son nez là-dedans, comme d'habitude, qui est de retour. Bon, Triple Threat à la WWE, on connaît, on sait faire, du classique, pas mal d'enchaînements où elles sont à un contre un pendant que la troisième reprend des forces à l'extérieur. On avait quand même des beaux moves à 3, notamment un moment où Asuka et Rhea Ripley chopent Charlotte qui était sur le turnbuckle pour lui faire une grosse superplex à 2. Charlotte, elle a fait son retour à l'envoyeur en faisant son grand classique, le moonsault depuis le turnbuckle vers l'extérieur du ring sur les deux autres aussi. Moi, j'ai trouvé que Asuka avait été particulièrement dominante en faisant beaucoup de strikes. Il y a pas mal de moments où elle enchaînait les deux avec des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude. Charlotte réussit un moment à prendre l'avantage et fait un magnifique double natural selection sur les deux en leur écrasant la tête en même temps. Malheureusement, je pense qu'elle a fait ce qu'on appelle un péché d'orgueil en essayant de faire un pin sur les deux à la fois. C'est prise pour Roman Reigns en essayant de se coucher sur Asuka et sur Rhea Ripley, donc ça n'a pas bien fonctionné. Ça a fait simplement near fall. Et puis au bout de 15 minutes de combat, alors que Charlotte est à l'extérieur du ring, Rhea Ripley réussit à placer son Riptide sur Asuka pour conserver son titre. Donc finalement, la championne reste championne. Une grosse victoire pour la petite nouvelle finalement de Monday Night Raw. Donc 15 minutes 22 d'opener. Est-ce que ça t'a plu, Zigote? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu avais pronostiqué ça? N'oubliez pas qu'on a aussi des pronos sur catch-up. Bon, ben là, trop tard pour pronostiquer Backlash, mais vous pourrez faire le prochain pay-per-view. T'as gagné un point là? De souvenir, oui, j'ai gagné un point. J'ai mis Rhea Ripley parce que je la voyais pas forcément perdre tout de suite après avoir récupéré la ceinture à WrestleMania. Et effectivement, ouais, c'était enfin, l'opener a fait son taf. Je me suis
emporter dedans. En même temps, dans le ring, avec Charlotte, Rhea et Asuka, c'est du propre, c'est costaud. Et ouais, beaucoup de séquences très efficaces entre les trois. Et puis, comme tu disais tout à l'heure dans ton récap, les triple threats, ils savent faire. Et effectivement, pareil aussi, Charlotte qui veut piner les deux, ça m'a fait penser à exactement la même chose que toi par rapport à Roman Reigns à WrestleMania. Et je trouve que personne n'a été, comment dire, amoindri. Il reste toutes les trois fortes, même si je pense que là, Asuka va pas tarder à laisser sa place pour laisser Rhea et Charlotte pour la suite d'histoire, parce que ça fait un moment qu'elle est dedans. Ou alors peut-être une Alexa Bliss qui va peut-être pointer le bout de son nez par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la petite Alexa Bliss dans l'histoire qui pourrait revenir, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très bon opener et qu'effectivement ça faisait une belle victoire de prestige pour Rhea Ripley. C'est ça. C'est vrai que sur le combat, c'est mon impression personnelle, j'ai trouvé que c'était Asuka qui était pas mal au charbon, hein, qui a pas mal, épris et donné et peut-être c'est celle qui a le moins, passé de temps à l'extérieur du ring. C'est peut-être Charlotte au final qui a passé le plus de temps un peu, dominée, enfin en tout cas à encaisser un gros move et à rester un peu cachée, mais, le Qui a le plus résultat joué ouais. la partition de la heal. Tu sais, peut-être qu'on l'a, du coup, elle combat moins, elle regarde plus de l'extérieur, elle profite de temps de se reposer et puis d'arriver comme une petite sournoise pour essayer de récupérer un compte à l'arrache. Sauf que, bah, du coup, non, là, ça n'a pas fonctionné, je pense. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai pas décrit, mais au début de match, elle a fui un petit peu la confrontation, avant de finalement, comme toujours, hein, les heels au début, des fois, ils fuient, quand il y a un triple threat, puis finalement, ils finissent par, se mettre sur la gueule quand même, comme tout le monde, comme des grands, donc c'est bien. Tout à fait. Mais, voilà, donc effectivement, Charlotte pas championne de suite, c'est pas plus mal, hein. Ouais, tant mieux parce que alors j'aime beaucoup Charlotte, mais je trouve déjà qu'elle a un nombre incalculable de championnats à son actif et peut-être un peu trop, ou ils en ont peut-être donné un peu trop trop vite. Ils auraient peut-être dû un peu plus s'étaler. Mais oui, puis il faut laisser Rhea un peu plus s'installer parce qu'elle est encore un peu green pour le show amiral. NXT c'était plutôt pas mal. Après là, faut la laisser, je pense, à s'installer un peu plus. Et puis il y a peut-être moyen de faire une rivalité peut-être jusque SummerSlam, c'est peut-être un peu long, mais il y a peut-être moyen de faire un truc correct, ou peut-être le retour d'une catcheuse d'ici là qui a re-signé il y a pas longtemps. Mmh. On voit de qui tu veux parler, je pense. Suspense. On verra ce que ça donne pour les prochains Raw, mais en tout cas, je trouve que l'affiche a rempli ses promesses alors que moi j'étais pas très la FUD, je l'ai déjà dit, enfin tout ce qu'avait raconté Charlotte au micro, le fait qu'elle ait raté WrestleMania et qu'elle essaye de l'utiliser, à sa sauce alors qu'en fait on sait pas trop, hein. A priori, je sais pas si c'était le Covid ou quoi, si elle a raté donc je trouvais ça mal, enfin ça tournait pas bien, les phrases, les justifications mais là, bon, au final, ce qu'on attend dans le catch, c'est un petit peu le match final quand même, hein. Ah, c'est ça, et en général, FUD pourri, combat de qualité à la WWE. C'est souvent ce qu'on dit. Bah, écoute, sur le deuxième match de la soirée, on n'a pas eu vraiment de FUD, donc on va voir si c'était un bon match. Alors c'est une petite FUD, hein, c'est le titre, tag team de SmackDown, titre tag team qui avait pas eu la chance de WrestleMania, hein, qui était au SmackDown WrestleMania d'avant et qui est détenu depuis un petit moment maintenant par les Dirty Dogs. Ça doit faire quoi depuis, début d'année? Fin d'année dernière? Est-ce que Je tu pense te que ouais, souviens? ça fait un moment parce que et en plus on les a vus pendant très longtemps, on les a pas vus catcher en plus. Donc du coup, je pense que ça a donné cette impression comment dire, depuis que c'est l'impression que c'est vieux. Alors je te dirais, je ne sais pas, je vais te retrouver la date, hein, je vais sûrement le trouver. Ouais, bah, très bien. On va chercher la date et pendant ce temps, qu'est-ce qui s et en fait alors grosse info quand même parce que les Dirty Dogs, Robert Roode et Dolph Ziggler étaient censés, affronter les Mysterio père et fils ce soir pour le titre. Sauf qu'ils sont allés attaquer Dominic Mysterio avant le match. Ils lui ont fait mal en lui balançant, une caisson qu'il y a dans les vestiaires comme d'habitude là, les gros trucs, de la technique ou autre. Donc Dominic est passé à l'infirmerie et puis, ouais, ouais, c'est toujours, à WWE, souvent les infirmiers, ils sont pas très précis sur les termes. Ils sont là: «Ouais, ouais, 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 bon, pas terrible» et du Ouais, coup, Rey Mys c'est ça. ouais, ouais, bon, pas terrible. Du coup, Rey Mysterio, il a dit: «C'est pas grave, j'y vais tout seul, pour toi, mon fils», et du coup, il part. Alors moi, j'avoue que pendant un court instant, j'ai cru qu'ils allaient nous sortir un remplaçant, du chapeau. Genre, je me suis dit: «Qui pourrait arriver, aider Rey Mysterio?» Tu vois? Je sais pas, je me suis dit,
c'est Caïn Velasquez, il va revenir ou je sais pas qui. Non, non merci. Non, non, mais tu t'es dit qu'il y avait, handicap match? Moi, j'ai vraiment cru un instant qu'ils allaient nous sortir un latino, je ne sais pas. La même impression que toi. Pareil, je pensais qu'ils allaient ramener quelqu'un aussi, parce que peut-être que ça a été un segment backstage pour, comment dire? Pour mettre en avant une vraie blessure, peut-être. Parce que peut-être que Mmh, Dominique a été blessé, on ne sait pas pourquoi et j'y ai pensé aussi et après le ouais, match, il a commencé et quand le match a commencé, après je te laisse dérouler le match. ouais, mais c'est effectivement, c'était pas le cas. Rey Mysterio est vraiment allé tout seul et l'arbitre a lancé la cloche, donc on a eu, eh ben, un handicap match. C'est notre ami Papy qui devait être content, hein, lui qui adore les handicap match. Et malheureusement pour le pauvre Rey Mysterio, ben, il a pris cher, hein. Il a pris, une longue domination, super kick, là j'ai pas noté beaucoup de choses parce que voilà, c'était, comme on peut s'y attendre, des spots où on l'envoie dehors, dans les barricades, on revient, on fait des prises à 2, tout ça. Ça a été long, mais finalement Rey Mysterio a réussi. Alors il y a un move notamment où il contre, une sorte de prise à 2 en double DDT. Il a un petit peu d'espoir, il a un petit peu de second souffle et là, à ce moment-là, forcément, qui arrive sur la rampe de lancement, en boitant, en se tenant les côtes, mais en serrant les dents, Dominic Mysterio qui débarque et qui demande le tag à son père. Alors ce que j'adore dans ces moments-là, c'est que l'arbitre, lui, pour l'arbitre, tout est normal, hein, il y a tag, c'est bon, hein, il était pas là au début du match, mais c'est pas grave, il fait partie du match. Ouais, c'est ça. Heu, il hésite, hein, Ray Ray. Il dit: «Ah mais qu'est-ce que tu fais là fiston? Ton n'est pas en état», et puis bon, finalement, au bout d'un moment, il finit par taguer, non, c'est Dominique qui se tague de force d'ailleurs, à un moment donné, et voilà, et donc Dominique, il prend un petit peu cher aussi au passage, mais qui arrive à enchaîner, notamment sur Robert Roode, à l'envoyer un petit peu à l'extérieur, et au final, Rey Mysterio réussit un 619 sur Robert Roode. Il va s'occuper de Dolph Ziggler à l'extérieur pendant qu'il laisse le fiston faire un frog splash pas tout à fait réussi, mais quand même ça suffit, pour Dominique pour placer, bah, son premier pin de champion, enfin de victoire d'un titre, voilà. 1, 2, 3. Tonton Chris devait être en folie, le père et le fils. C'est historique. C'est la première fois à la WWE, on a des champions tag team qui sont, voilà, liés comme ça par le sang. On a déjà eu des frères, mais on n'a jamais eu un père et un fils. Ils sont très contents, d'ailleurs, ils le disent en interview, les Mysterio, voilà, c'est le moment de faire la fête, c'est le moment de célébrer, on est les champions. 17 minutes de match, un petit peu long, historique. Est-ce que c'était le bon moment pour faire ce moment d'histoire, tu trouves, Zigote? Ou est-ce que ça arrive un peu trop tôt? Est-ce que voilà, est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu as gagné ton pronostic? J'ai gagné mon pronostic, Ah, décidément. dédicace à tonton, qui a dû, sauter de son canapé, voilà, c'est cette victoire, elle est pour toi tonton. Et j'ai fait fast-checking, les Dirty Dogs sont champions depuis le 8 janvier 2021 exactement, en ayant battu du coup les Street, Profits. Ah oui, OK. Bien. Et bien, qu'as tu pensé de l'affrontement? Ah, je suis pas trop f alors je suis un peu comme papy, je suis pas trop fan des 2 contre 1. Après, Rey Mysterio, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de tout au long de sa carrière de combattre dans des matchs, handicap ou de toujours d'être, seul contre tous, de par sa taille et autres. C'est un peu long, je trouve, oui, le passa voilà, ça a été beaucoup de passages là-bas. Je pense qu'il aurait pu l'écourter de 5 minutes pour en arriver à la même finalité, si tu vois ce que je veux dire? Parce que là, au bout du compte, Ouais. on sait très enfin, au bout d'un moment, voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est que sur le coup, oui, je pensais que quelqu'un allait accompagner Rey Mysterio et quand la cloche elle a sonné, je me suis dit: «Bon, ça y est, pareil qu'on vient, Dominique qui va arriver pendant le cours du match, je le savais qu'il allait venir, mais quand?» Et du coup, je pense qu'ils auraient pu réduire un peu parce qu'on savait enfin, pour ma part, je savais qu'il allait arriver. Après voilà, c'était plutôt un handicap match efficace. Après le frog splash, comme tu disais, un peu foiré, mais je pense peut-être qu'il a voulu vendre sa blessure, de son attaque, précédente par les Dirty Dogs. Mais voilà, match efficace, c'est un peu le petit rookie qui devient champion face aux vétérans tag team, du coup. Parce que dans l'histoire, même si je trouve ça toujours un peu bizarre, parce qu'en fait, au bout du compte, les Dirty Dogs ont quand même mis à passer à tabac Dominique, alors qu'ils sont pas censés en avoir peur, vu que c'est censé être le nouveau, pas le plus performant et tout. À la limite, ils auraient fait ça sur un Mysterio, ça m'aurait moins choqué, parce que c'est celui qui est le plus fort des deux, par principe. Mais bon, ils ont voulu handicaper, peut-être en pensant que le match ne se ferait pas tous les deux. Mais combat, oui, après, plus que. C'est correct. C'est un bon match. Voilà, c'est après le triple threat féminin, ça passait tranquillement. Et puis j'ai une petite larme en pensant à Tonton après la victoire. Ouais, c'est surtout ça. On va surtout être content pour tonton.
Moi, j'ai trouvé la même impression que toi. J'ai trouvé qu'en fait, c'était très long. 17 minutes, hein, ça fait beaucoup quand même, hein, pour un match, tag team. Quasiment Je sais autant pas que le si premier, non? ouais, plus, ouais, le premier match a fait 15 minutes, donc c'était Ah plus long ouais. que le match, féminin et un match tag team de 17 minutes, c'est pas courant, je dirais en pay-per-view à checker. Mais, je suis un peu mitigé moi, c'est-à-dire que ça se sentait venir depuis des mois, depuis en fait, quasiment depuis que Dominique est arrivé, qu'il ferait un jour, une tag team père-fils champion. Est-ce que c'est arrivé trop tôt? Est-ce que c'est trop arrivé dans un pay-per-view un petit peu mineur? Est-ce que c'est parce qu'il y a pas eu de vrai feud? J'ai l'impression que c'est pas le gros momentum que ça aurait dû être, genre dans un SummerSlam ou je ne sais quoi et je trouve que le ce choix scénaristique, tu as raison, qui m'a un peu, étonné de les voir attaquer, ben, effectivement Dominique et pas Ray Ray et puis en fait, c'était trop prévisible. J'ai l'impression que dès le début du match, je le savais quoi, comme tu as dit que Dominique allait arriver et que, bah, ils allaient finir par gagner parce que comme ça, ils auraient vaincu l'adversité donc j'ai vu ce qui s'est passé avant que ça ait lieu et ça m'a un peu gâché mon plaisir, alors que je pense que s'ils avaient réussi à faire un truc correct, ça aurait pu être très bien, mais peut-être que Dominique est pas tout à fait prêt pour, tenir un vrai match tag team de 15 minutes en étant là dès le début. Mais je sais pas, j'ai un truc un peu parce que du coup, il a quasiment pas catché non plus, hein. Il gagne, il a pas fait grand-chose Dominique, donc ça reste un peu étonnant, je trouve. Oui, puis je comprends C'est pas la le c'est ça, ouais, je comprends pas enfin, le passage à tabac. En fait, ils auraient fait le 2 contre 2 dès le départ, m'aurait moins oui, choqué, tu vois? bah, ouais, je sais pas, ils ont sûrement c'est sûrement pour en rajouter à la beauté de l'histoire, mais c'est Comme un peu tu trop. dis, sans public, ça fait Mmh. peut-être pas le même, effet et puis, à la fin, je veux dire pour des suiveurs assidus comme nous, on se dit: «Bah, ouais, donc du coup, on sait comment ça va se terminer avant même que le match commence», donc Ouais, je partage ta petite retenue, je serais content d'avoir dans les commentaires l'avis de notre tonton, voir s'il arrive à être lucide ou s'il est juste, envahi par le bonheur. ouais, il sera juste envahi par le bonheur. Vu son âge avancé, il peut plus être lucide. Ouais, t'as raison, c'est une bonne analyse. Donc, peuple de catch-up dans les commentaires, si vous êtes lucide, donnez-nous votre avis sur ce match, si vous avez, si vous avez enthousiasmé comme un dingue ou si, bon, vous êtes un peu plus, mesuré sur la performance. Zigote, justement, en parlant d'être un peu plus mesuré, on va attaquer le match, le match qui fait Vas-y. débat. Alors, comment raconter ça? Figurez-vous au dernier Raw, je crois, on a annoncé un match entre le Miz et Damien Priest et Damien Priest a gagné le choix de la stipu et il avait choisi un lumberjack match. Bon, ça nous avait un petit peu étonnés, on était avec, tonton d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter l'analyse. On se disait: «Bon, lumberjack match, c'est pas une stipu de fou». On se voyait déjà, avec tout le locker room classique, hein. On voyait les Drew Gulak, et autres, catcheurs de 205 ou de la ceinture 24/7 venir autour du ring. Bien, mais avant le match, on croise le Miz et John Morrison dans les vestiaires et John Morrison, il dit: «Mais moi, je vais aller parler aux lumberjacks, je vais aller les convaincre, je vais aller leur dire qu'en gros, ils ont intérêt à t'aider, toi, le Miz». Du coup, Morrison, il va voir, un magnifique vestiaire sur lequel il est marqué sur la porte, lumberjack. Donc voilà, ils ont leur vestiaire propre et quand il ouvre la porte, eh ben, il y a une armée de zombies qui sort. 10 gens, morts-vivants, voilà, vous avez vu les films, hein, Shaun of the Dead, Zombieland, tout ce que vous voulez, il y a des zombies. Alors déjà, on se dit: Qu'est-ce que c'est que ça?» Bon, des zombies, bizarre. Moi, j'ai cru que c'était un gag ponctuel, mais qu'on allait avoir des vrais lumberjacks et puis en fait, avant le match, on découvre qu'il y a une pub pour le nouveau film de Batista, Batista tout en testostérone qui joue dans un film qui s'appelle Army of the Dead où il y a des zombies et Batista, il a tweeté, il pourrait pas être là à Backlash, mais que des amis à lui seraient là et donc en fait, et beh, effectivement, c'est bien des zombies, les lumberjacks. Donc le match commence, le Miz et Morrison arrivent, Damien Priest arrive et le ring devient entouré de zombies, qui sortent de partout. Ils sortent même de sous la table des commentateurs donc tous les commentateurs s'enfuient, voilà, il y a de la fumée, ça a fait un peu l'ambiance, je sais pas si tu avais vu le match d'Halloween Avoc à NXT là avec, les copains de les zombies, de comment il s'appelle, Dexter Lumis, ça te dit quelque chose ce match? Non, là, comme ça, non, je l'ai pas vu, celui-là, ça me parle pas. Bon, bref, il y a des zombies très maquillés, voilà, ils pendent, ils marchent, ils ont du sang, ils sont dégoulinants. Morrison, il fuit complètement, donc du coup, bah, le Miz, il se retrouve tout seul. Mais ça donne un match assez bizarre puisque en fait, les zombies, ils essayent d'attraper les pieds de chaque catcheur qui passe, hein. Ils jouent pas du tout le rôle de de lumberjack puisque dès qu'il y en a un qui tombe à l'extérieur du ring, ils le
ils font rien, c'est des zombies, très pacifiques finalement, ils se font juste maraver la gueule, un petit peu comme des ils m'ont fait penser aux ninjas de Tozawa, les pauvres, ils ont juste pris des pains dans la gueule finalement les zombies. Il y a même un moment où, Priest et le Miz, ils sont presque copains contre les zombies, tous les 2 à l'extérieur du ring, ils tabassent des zombies. Morrison revient, il envoie des super kicks, il fait son Yamakasi sur les zombies. À un moment donné, il se met sur la barricade pour visiblement faire une sorte de swanton bomb ou je sais pas quoi sur un zombie, mais là, il se fait attraper les pieds par des zombies qui étaient derrière les barricades. Donc en fait, il disparaît. Là, on a une image de film de série Z, classique où on voit le personnage qui tend la main vers l'extérieur, ouvre grand la bouche et les yeux et puis hop, disparaît de l'écran, avalé par les zombies. Donc, voilà. Déjà, John Morrison, va devenir zombie visiblement. Et puis au final, pendant le match, et ben, voilà, Damian Priest finit par placer son Hit the Light sur le Miz. Il gagne. Et au moment où il gagne et que la cloche sonne, bah, il s'enfuit du ring, Damian Priest, parce que tous les zombies gagnent le ring et se précipitent sur le corps du Miz inanimé. Et là, bon, on sait pas trop ce qu'ils lui font. Alors, ils sont pas allés jusqu'à nous faire croire que le Miz se faisait bouffer en nous mettant des morceaux de tripes et d'intestin et ça aurait été rigolo. Mais non, on saura pas ce qui est devenu le Miz, mais voilà, les zombies ont envahi, Backlash et puis après, bah, ils sont repartis, comme si de rien n'était visiblement. Zigote, qu'en as-tu pensé? OK. Comment te dire? Alors, ça oui, effectivement, c'est un peu pour promouvoir, du coup, le film Army of the Dead avec, Batista, et tout au début du show, la vidéo promotionnelle est, narrée par Batista lui-même, d'ailleurs. Le côté zombie, j'ai pas compris. Je me suis dit: «Mais what the fuck?» Je comprends pas. Enfin, je comprends le côté commercial, promotionnel pour vendre le côté publicitaire, hein, de la WWE pour vendre Army of the Dead. Après, d'avoir un combat avec ça, je ne sais pas. Je étais un peu perturbé. Autant l'ambiance, les écrans qui ont été un peu en ville post-apocalyptique, tout ça, je trouvais ça plutôt classe. Ça faisait beau visuellement, ça envoyait. Après, là, faut mettre sa crédulité de côté. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que je vois pas trop l'intérêt de zombies. Enfin voilà, quitte à faire un lumberjack, ils auraient pu faire un lumberjack du coup avec les low carders de la WWE, mais le truc marrant, c'est qu'au bout du compte, les zombies sont capables de monter les barrières de sécurité avant le match, mais ils sont incapables de monter autour du ring. Ça veut dire qu'ils sont quand même assez intelligents parce qu'ils savent le concept du lumberjack. Ils disent ah, on n'a pas le droit de monter sur le ring pendant le combat. Par contre, dès que le combat est terminé, on va pouvoir aller bouffer le corps inerte du Miz. Ouais, le match, voilà, je vais pas dire que j'ai été surpris. Je me suis dit bon, voilà, j'ai mis de côté en me disant que bah voilà, c'est juste vraiment pour mettre en avant le film, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Mais j'ai bon sur mon pronostic parce que j'avais dit que Priest a gagné. Ah bah, formidable. Ouais, moi je suis un peu partagé. Honnêtement, je vais pas, défoncer, je sais que certains parmi nous sur le Discord ou même sur, la twittosphère, ils parlent vraiment de grosse merde pour ce segment, hein, sans cacher la vérité des mots. Moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo, surprenant. Enfin en tout cas, c'est vraiment ça sortait de nulle part et c'est fait pour faire le buzz et personne s'y attendait. Enfin voilà, on n'est pas à Halloween, on n'est pas dans un pay-per-view qui s'y prête, donc c'est d'autant plus étonnant et donc c'est d'autant plus, ben, choquant. Donc ça fait parler. Je pense que c'était bien trouvé. Heu, Après c'était un match secondaire, qui pour moi était tout à fait, passable, sachant que pour moi la feud elle était déjà trop longue. On a déjà eu, Miz contre Priest, Morrison contre Priest, handicap match contre Damian Priest. Donc, je me sens pas, floué dans mon match en me disant: «Ah merde, ils ont sacrifié le match, juste pour faire la pub, du film de Batista». Parce que bon, le match est sacrifié, il s'est rien passé, il y a pas de move, spectaculaire, pardon. Mais ça me bon, honnêtement, c'est pas un grand scandale, je trouve. C'était plutôt bien exécuté. Enfin, je trouve les zombies étaient plutôt bien faits, d'ailleurs, Ouais, ouais, tout à fait. bonne troupe d'acteurs et après la question que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont l'assumer? Genre, est-ce qu'à Raw, on va, nous dire que le Miz a été bouffé ou Morrison et tout ça et qu'on va revoir des images? Ou est-ce qu'à Raw, le Miz et Morrison vont revenir comme une fleur, comme si de rien n'était, comme ils font à la WWE, hein, comme quand Daniel Bryan avait été enlevé par la Wyatt Family et puis qu'une semaine plus tard, il était de retour, comme si de rien n'était. Je sais pas, c'était une sorte de comédie, cinématique wrestling, inattendue, mais honnêtement, finalement, entre ce moment choquant, qui fait grand débat
Et si on avait eu un match lumberjack classique avec les lumberjacks classiques de la low card et un Damien Priest qui gagne et un truc hyper classique, au final, ça aurait été pas passionnant non plus, je pense. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste pour mettre, bah, voilà, comme on dit, c'était pour mettre le film en avant et après, comme on dit toujours, en parler bien ou ne pas en parler, enfin, d'en parler en mal ou en bien. L'essentiel, c'est d'en parler et je pense qu'à travers tous les réseaux sociaux et autres, ça a fait parler. Donc, est-ce qu'au bout du compte, c'était pas, l'effet recherché également? Oh bah, je pense que oui là, l'effet est Ouais. réussi sur ce point-là. Et puis après, bah, Damien Priest, on lui souhaite, un peu plus de choses dans les semaines à venir, mais c'est vrai que je pense qu'il là, il est temps de pardon? Non, non, vas-y, excuse-moi. Ouais, je disais il est temps de tourner la page de la rivalité avec le Miz là, je pense, hein. Oui, bah, là, ça commence à faire un moment qu'on voilà, comme tu disais, qu'on commence à se les coltiner tous les 3 ensemble. Il est temps de passer à autre chose. On a l'impression aussi que The Miz et John Morrison, ça commence peut-être à avoir un petit peu anguille sous roche. Donc je ne sais pas s'ils vont pas tarder à splitter. Et puis, je ne suis pas même si je ne suis pas un fan de Priest, sur le ring, c'est plutôt propre. Et ce qui pourrait pas aller titiller, Sheamus à l'avenir? Ouais, c'est ce qu'on espérait avec Tonton Chimus, il a l'air d'être, encore un peu dans la catégorie des poids légers là, entre, Carrillo, Mansour et Ricochet, mais il va lui falloir un petit peu de viande à un moment donné, À un moment quand donné, même. et puis je pense qu'après, Damien Priest, il a ce qu'il faut et ça peut donner un bon petit combat bien stiff comme on les aime avec Sheamus. Donc, à voir, surprise. Après, est-ce que ça serait pas trop tôt pour une ceinture? Faut voir aussi. Peut-être, peut-être. On verra ce qu'il en retourne dans les semaines à venir. Bon, en tout cas, là, je pense que cette histoire de zombies, on les reverra plus. C'était juste l'occasion d'un soir, j'espère. Nous continuons la soirée sans transition avec le titre féminin de SmackDown, donc la nouvelle star de la WWE, la gagnante du Royal Rumble, la championne, la IST Bianca Belair qui affronte Bayley. Bayley, voilà, qui revient un peu aux sources autour de son titre favori qu'elle a porté si longtemps. Un match où Bianca Belair est bookée très costaud, à nouveau comme toujours, hein, notamment au début. Elle domine vraiment le match dans les premiers instants. Soulève, Bayley pour lui faire une superplex, depuis le turnbuckle, mais Bayley réussit à reprendre l'avantage, alors plutôt avec le vice, hein, notamment à l'extérieur du ring. Elle va écraser, Bianca Belair, en la jetant sur les escaliers. Il y a une petite phase à l'extérieur comme ça où ça enchaîne. Bayley, à un moment donné, elle fait un suicide dive, que Bianca Belair évite, donc Bayley, elle s'écrase, l'épaule la première à l'extérieur du ring. Heu, Bayley, a joué, toujours le vice, elle va mettre ses doigts dans les yeux de Bianca Belair, elle va lui tirer les cheveux et alors Bianca, ça l'énerve, elle lui dit: «Pas les cheveux, touche pas à mes cheveux» et finalement, ça va être, finalement la perte de Bayley puisqu'à un moment donné, Belair lui tente une sorte de roll-up et en plus tient le pied de Bayley avec sa queue de cheval, avec sa natte pour l'empêcher de kick out. Alors malheureusement, c'est un peu botché parce que le pied de Bayley, il glisse et puis, retombe et puis il le récupère mais ça sera quand même le move de la victoire. Donc Bianca Belair, comme, Rhea Ripley, un peu avant, conserve son titre en 16 minutes 04. Match solide. Qu'est-ce que tu en as pensé, Zigote? Les catcheuses, c'était prévisible que ça allait être, plus que correct sur le ring. Après, comme je vais encore faire partie des détracteurs, je ne suis pas un fan du personnage de Bianca Belair, mais sur le ring, oui, c'est sûr que ça va être propre. Bélé, j'ai appris à apprécier son personnage depuis qu'elle a tourné heel l'année dernière, si je dis pas de bêtises, voir si c'est Mmh. pas un peu plus vieux. Et oui, oui, effectivement, c'est deux catcheuses qui savent ce qu'elles font. Le match était propre et la victoire de Belair était pour moi assez évidente parce que je ne voyais pas pourquoi Belair aurait gagné. Je pense que Belair est plus là pour mettre en avant Belair pour la suite de sa carrière de championne. Il y aura sûrement un match revanche. Je ne vois pas, je la vois pas s'arrêter tout de suite. Comment dire? Je la vois pas s'arrêter tout de suite sur un match avec Bayley. Après avoir aussi, parce que du coup Sacha Banks est un peu aux abonnés absents. Donc on pourrait voir ce que ça peut donner peut-être au prochain SmackDown si Sacha va revenir ou peut-être un triple threat entre les trois pour être fort sympathique. Oui, complètement, disparu, Sasha Banks. Mm. Moi, je suis comme toi, j'avais pas trop de suspense sur le match. En plus, finalement, c'est assez récent parce que je sais pas si tu te souviens, mais Bianca Belair, quand elle est arrivée, c'était sa première feud, hein, contre Bayley,
Les fameuses époques où il fallait soulever Otis là et faire le saut d'obstacle et tout, c'était Oh formidable. oui, j'avais oublié, pardon. Voilà. Donc, elles se connaissent bien et puis, Bianca avait gagné déjà à l'époque, donc je voyais pas pourquoi 6 mois plus tard, Bayley allait inverser le sujet. Moi j'ai trouvé le match solide, mais effectivement, là encore pas trop de suspense, et puis, dommage que le finisher était un petit peu raté, parce que l'idée était rigolote, mais ça a pas trop bien donné, j'ai trouvé. Mais, tu me fais penser à quelque chose, qu'on va évoquer juste maintenant, on va débattre un petit peu. Tu parlais de rematch. Bah, durant Backlash, on nous a annoncé que le 20 juin, nous aurons le prochain pay-per-view de la WWE et ben, figurez-vous, peuple de ketchup, que le prochain pay-per-view, c'est pas, Money in the Bank, c'est pas Extreme Rules comme on a l'habitude en mai-juin, c'est Hell in a Cell. On va retrouver Hell in a Cell alors qu'on l'a d'habitude, en septembre. Ça fait peut-être, 10 ans que Hell in a Cell, c'est à peu près casé en septembre. Bah, moi j'étais très surpris. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je me suis dit qu'en général quand la WWE bouge un show, habituellement placé, ça m'a fait penser à l'an dernier quand ils avaient casé, un pay-per-view 15 jours après SummerSlam, là, je sais même plus comment il s'appelait, bah, c'était pour faire revenir Roman Reigns qui avait battu, Bray Wyatt et Braun Strowman. Donc je me dis s'ils font ce si gros changement, c'est qu'il y a une idée derrière la tête, il va y avoir un gros truc. Est-ce que c'est rapport avec le fait ils font ça sans public? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es surpris, de Oui, ce plutôt choix? parce qu'on est quand même assez habitué, enfin la WWE, ils sont quand même assez, tous les ans, il reste à peu près, tel show à telle date. Ça leur arrive de changer, peut-être d'un mois ou 2, mais là, j'avoue que le changement est quand même assez, décalé depuis plusieurs mois. Alors ouais, est-ce que ce serait pas pour décaler, le Money in the Bank, avec du public? Que j'avoue que le Money in the Bank avec public, c'est quand même vachement plus sympa que sans public, hein. On peut essayer de se rappeler du MITB de l'année dernière, qui avait de bonnes idées, mais sans public à la fin, c'est pas terrible. Décrocher une mallette sans rien autour. Et après, bon après Hell in a Cell, hein, là d'un point de vue personnel, les pay-per-view à thème, je suis pas forcément fan non plus. Hell in a Cell devrait être une finalité dans une FUD et non une spécialité thématique d'un pay-per-view. Ah ça, je suis bien d'accord avec toi. Moi, c'est ma grande déception quand j'ai commencé à être fan de catch, le Hell in a Cell, c'était vraiment le truc avec Vince McMahon qui débarque ou Vicky Guerrero, quand 2 mecs se détestent et qui dit: «Hey, you're going to fight in a Hell in a Cell» et waouh et là, tu as la grosse pop. Alors c'était, Edge et l'Undertaker à l'époque ou je sais plus Ouais, qui voilà, d'autre. c'est des, enfin, voilà, moi, c'est des trucs qu'il faut que ça. Ouais, Royal Rumble, d'accord. Survivor Series 55, ok. WrestleMania, gros match. Money in the Bank, à la limite, la stipulation est particulière du combat, donc on peut comprendre pourquoi, à la limite, il y a un thème qui est un pay-per-view attitré pour le Money in the Bank. Mais ouais, le Hell in a Cell ou comme le Elimination Chamber, tu vois. Pour moi, c'est vraiment voilà, fin, et à la fin, il y a le manager général, comme tu dis, qui dit, allez, bah, vous savez quoi? Genre, j'en ai marre de vous, là, les 6 là, allez hop, je vous mets tous dans un combat, vous allez tous vous mettre sur la gueule, et voilà, celui qui gagne, hop, il sera champion, il l'aura mérité. Tandis que si tu sais que le pay-per-view va arriver, bah, ça baisse en intensité dans une phase, je trouve. Mais en fait, ça n'existe plus. Il y a plus vraiment un match qui est un peu ce match, boss final, pour moi, avant, c'était ça, c'était le Hell in a Cell où on disait vraiment: «Vous vous détestez, allez hop, Hell in a Cell» et là, comme tu dis, c'est devenu un rendez-vous. Ils ont un peu à mon avis, fait ce choix aussi à NXT pour les War Games, où quand on a eu le premier ou le deuxième où on dit: «War Games», tu comme un fou, puis après tu dis: «Bon, allez, c'est novembre, il va y avoir un War Games», donc tu devines un petit peu que ça va se préparer. C'est un peu dommage et là, ouais, là, en plus, le dernier est pas si vieux, quoi. Alors moi, je me suis demandé, si c'est pas, pour, on va en parler plus tard parce qu'on n'est pas encore. D'ailleurs, je vais spoiler un petit peu, mais j'imagine si vous nous écoutez, vous avez peut-être déjà vu le show. Je me suis demandé si c'était pas pour faire assez vite un Roman Reigns, Jimmy Uso en Hell in a Cell, comme ils ont fait, Reigns, Jey Uso, en septembre. Je sais pas. Ça, on va voir Bonne ça dans les question. prochaines semaines. Mmh. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Oui, il faut puis à voir aussi ce que va donner. Enfin voilà, est-ce que intervention ou pas des frères lors du main event ou à voir, à voir, à voir, à voir. À voir. On saura peut-être qu'est-ce qui a motivé cette décision, mais pour le moment, c'était un peu la surprise. Mais on sera là, peuple de ketchup, pour Hell in a Cell, évidemment. Allez, il nous reste 2 matchs, les 2 gros matchs de titans, donc on en a un peu parlé, les matchs, masculins. Le premier, ce sera pour le titre WWE. Alors moi, surprise, parce que je m'attendais à ce que ça soit ça le main event. Le Triple Threat, l'équivalent de ce qu'il y a eu pour Raw, chez les filles un peu plus tôt. Donc Bobby Lashley, le champion, contre
Braun Strowman contre Drew McIntyre. Donc là, évidemment, énorme match de bonhomme. Clash de titans avec Drew et Bobby qui d'abord se mettent à deux pour travailler Braun Strowman. Ils lui font notamment une double verticale souplex monstrueuse. Braun Strowman qui leur rend un petit peu l'appareil quand ils sont à l'extérieur du ring en faisant une senton bomb. Là, il fait, je crois que je l'avais jamais vu faire ça. Senton bomb sur les deux depuis le turnbuckle, enfin pas depuis le turnbuckle, depuis le rebord du ring. Il se projette, il tombe, il se catapulte. Très spectaculaire. On a un long moment où on part à l'extérieur du ring. Braun Strowman il est un peu out. Il y a eu des coups avec les escaliers, tout ça. Bobby Lashley et Drew McIntyre ils se tapent sur la gueule. Drew prend des gros coups. Il est envoyé dans les projecteurs. Enfin, il est envoyé sur les écrans là sous le Titantron. Mais finalement, c'est bien l'Écossais qui va envoyer Bobby Lashley dans la. J'allais dire la sono, c'est pas la sono, c'est dans la catégorie projecteur. Et donc là, Bobby Lashley chute et fusée, ça part dans tous les sens. Il prend court-circuit, court-jus, tout ce que vous voulez. On le voit plus. Voilà, Bobby Lashley a disparu dans les abysses, dans les tréfonds du Thunderdome. MVP évidemment est affolé. Braun Strowman à ce moment-là revient, vient chercher Drew McIntyre, le ramène sur le ring. Drew McIntyre va réussir à faire un énorme body slam à Braun Strowman. Alors là, respect mec, parce que ça, il faut y arriver. Braun Strowman, lui, va faire une power bomb à Drew McIntyre sur la table des commentateurs, donc on est vraiment dans de la destruction totale. On remonte sur le ring. Braun Strowman a l'air très fort, il a l'air d'avoir le match en main, mais il encaisse un Claymore par surprise. Et à ce moment-là, Bobby Lashley revient du néant à toute vitesse, envoie Drew McIntyre dehors, porte un spear à Braun Strowman, et là, ça fait quand même beaucoup pour le géant. 1, 2, 3, Bobby Lashley remporte le match, mais on peut pas dire que ses adversaires aient démérité quand même. Qu'est-ce que tu en penses de cet affrontement? 14 minutes 16, c'est le match le plus court de la soirée si on compte pas le Lumberjack match, mais court mais intense. Oh, complètement. Là, qu'est-ce qu'ils se sont mis sur la gueule? Complètement. J'attendais qu'une chose de ce match et en fait, j'ai vu ce que j'avais envie de voir, ce qu'ils m'ont vendu. C'est de la bagarre de colosses. Ils se sont défoncés tous les uns les autres. Ils ont fait voir tous plus de puissance que ce qu'ils peuvent. Enfin, en gros, c'est celui qui a la plus grosse, concrètement, ce combat. Et ouais, le combat, moi j'ai été vachement hypé, très emballé tout du long. J'ai pas vu le temps passer. Je t'avouerai que c'est un quart d'heure, un petit quart d'heure qui est passé tout seul. Pareil, comme certains combats, j'aurais bien voulu en reprendre pour quelques minutes de plus. Et encore une fois, j'ai gagné mon prono et ça s'est confirmé quand Bobby Lashley s'est fait envoyer dans le décor en dessous du Titantron, où je me suis dit, pareil combien, il va revenir comme une fleur à la fin après une attaque de Strowman ou de Drew, et ça peut louper. Et du coup, Lashley conserve, et tant mieux dans un sens que je pense qu'il a encore besoin, il faut le laisser encore champion quelques semaines, voire mois. Après, à voir si la feud continue entre les trois ou si ça va être que entre un des deux, je ne sais pas. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé l'affrontement, également, promesse remplie et pour le coup j'étais très, content de la feud. J'ai trouvé que les 3 ils avaient fait des très gros matchs, des très gros segments ces dernières semaines à Raw. Le main event avait souvent sauvé le show et là j'ai eu, ce qu'il fallait. J'en aurais bien pris un petit peu plus aussi, sauf peut-être, effectivement le segment, post, destruction de Bobby Lashley où j'ai trouvé que c'était un peu long là, Drew McIntyre il a attendu, Braun, un petit moment, je sais pas si tu as remarqué ça, une fois qu'il avait projeté Bobby dans les projecteurs, il a un peu tourné en rond pendant, 30 secondes, je dirais, il savait plus trop quoi faire. Mais, sinon c'était un très bel affrontement, je l'ai dit en description, mais je le redis, que Drew McIntyre soulève, Braun Strowman et le retourne comme ça, comme une crêpe sur le ring, ça m'a hyper impressionné. J'ai trouvé que voilà, on regarde aussi les catchs pour ça et c'était impressionnant sur beaucoup de moves, c'est de la viande quoi, comme dirait tonton. Moi honnêtement, quand Bobby Lashley a disparu, j'ai cru un instant au changement de titre. J'ai trouvé Braun Strowman, très, très mis en avant, très, très fort et je me suis dit: «Est-ce que c'est pas son moment?» sachant que Bobby Lashley, comme tous les heels, a beaucoup raconté: «Ouais, mais si je perds, je peux être battu sans avoir été vraiment battu, si c'est pas moi à qui on porte le pin». Donc je me suis dit: «Peut-être que c'est ça qui va se passer, qu'on va avoir un nouveau champion, mais que Lashley, il va revenir, en disant: "Ouais, c'est pas moi qui ai été battu".» Après plus ça a duré, plus je me suis dit: «Bon, il va finir par revenir» et effectivement, ce fut le cas. Moi, j'ai trouvé que l'affrontement était très fort.
Mais pour, répondre à ta dernière remarque sur le futur, je suis, tout à fait convaincu par Strowman. Moi, je suis un plutôt gros fan de Braun Strowman sur ce qu'il fait là depuis qu'il est revenu en forme depuis le début de l'année là, avec son match, contre Shane McMahon. Donc moi, je serais pas déçu si, justement on a un Hell in a Cell, Braun Strowman contre Bobby Lashley et qui devient champion dans cette configuration. Je pense que Drew McIntyre là, je sais pas ce que tu en dis, mais il est peut-être temps de tourner, momentanément la page, title picture et puis qui se trouve, une autre FUD éventuellement, mais en tout cas, il aura fait du bon boulot encore une fois, et ce soir et depuis des semaines. Ah oui, c'est clair. Après, Drew McIntyre, oui, ça fait il est dans la title picture depuis, blablabla, WrestleMania, enfin, ouais, l'année dernière, du coup, depuis Ouais. qu'il a gagné, qu'il a battu, Brock Lesnar. Il a fait une année complète, en temps presque compl bah, une année complète en étant champion, si je dis pas de bêtises. Il a gagné à WrestleMania pour perdre à non, et il a perdu contre, non, il a perdu contre Lashley à WrestleMania, c'est ça? Je dis pas de Mmh. bêtises? Ah si mon petit Zigote, si tu dis des bêtises, Voilà. il a eu le cash-in du Miz et puis avant il a eu, Oui, j'ai oublié. souviens-toi, C'est ça. il a lâché, 15 petites journées, je pense, après le Hell in a Cell à Randy Orton pour le Mmh récupérer mh. très vite. Mais bon, il a été champion quasiment toute une année, oui, effectivement. Ça et oui, il est temps de passer à autre chose. Il reviendra, je m'inquiète pas pour lui, hein, il retrouvera autre chose ou même peut-être prendre un titre, inférieur, hein, plus tard, un titre US ou, éventuellement de partir de l'autre côté et d'aller se refriter avec, Roman Reigns, pour faire une deuxième confrontation après celle des Survivor Series et Strowman, moi, c'est alors pas autant que toi, fan de lui, mais c'est par période. Je trouve il a du mal à rester, tout en haut. Alors il a jamais eu de chance non plus, il a été beaucoup blessé, ce qui à chaque coup où il a eu l'opportunité, il s'est retrouvé blessé. Là, le Strowman qu'on voit là, c'est le Strowman que j'ai vu, dans sa longue feud avec, Reigns, là où il s'en mettait plein la gueule toutes les semaines. Où c'est ce genre de Strowman que je veux voir, ce Strowman destructeur, pas, pas le Strowman qui, veut se friter avec, Shane McMahon, qui le traite de débile et du coup, voilà. Mais là, c'est ce que j'aime voir, mais et Bobby Lashley ne restera pas champion éternellement, ça c'est sûr. Après, est-ce que Strowman, Lashley en Hell in a Cell? Oui, ça peut être carrément, tentant à voir. Est-ce que j'ai envie de voir Strowman champion? Je suis pas totalement sûr non plus. D'accord, ouais, tu vois, moi, je suis plutôt favorable parce que justement, je trouve que Strowman a eu une carrière, comme tu l'as dit, un peu en dents de scie. D'ailleurs, c'est ce que Drew lui avait dit il y a quelques semaines dans les coulisses, là, que toi, tu devrais être 20 fois champion du monde et tu quasiment pas de palmarès. Et je trouve qu'ils ont souvent, raté le coche avec Strowman. Alors, comme tu l'as dit, il y a eu des blessures, mais il y a eu des moments où il avait des gros momentum, notamment cette fameuse période où il était au top contre Reigns et on lui a rien donné, en fait. De prestigieux, parce que je crois que le premier titre de Strowman à la WWE, c'était quand même le titre tag team avec, le petit Nicolas là de 10 ans et heu et là, je trouve qu'il est quand même dans un très, très gros momentum et qu'il finisse ça, disons dans un mois ou 2 ou 3 sans avoir eu, la ceinture. Je trouve c'est dommage. Je pense que, Drew était excellent en champion, mais on a tous senti que Bobby Lashley était en train de monter en puissance et le switch a été assez logique. Là, moi, je sens un peu la même chose. Je sens qu'il faudrait un switch assez logique, en faveur de Strowman, dans les semaines à venir, mais bon, de toute façon, on a encore sûrement des belles interactions de gros Golgoth entre tous ces mecs-là, donc ça continue, moi, de me satisfaire ce main event, ce plateau main event de Monday Night Raw. Voilà. Eh bien, Zigote, nous arrivons au main event. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt pour ton premier main event de pay-per-view? Ah bah, vu ce que tu vas raconter et vu ce que ça a donné, oui, je suis prêt. Eh ben, c'est parti. Alors, le main event, c'est toujours et encore Roman Reigns, puisque quand il est là, bah, c'est lui qui fait le main event, on le sait. Roman Reigns qui affronte Cesaro en solo. Premier, tu vois, bah, vous êtes pareil hein, finalement avec Cesaro, premier main event de pay-per-view. Premier title shot pour le Suisse. Bon, je vais pas tout redétailler la FUD. Voilà, il a lui aussi monté en puissance avant WrestleMania et puis bien aidé par Daniel Bryan. Voilà, il s'est installé en tant que challenger numéro un. Roman Reigns, lui, qui a des petits conflits avec les Usos, puisque Jimmy Uso, il est pas content que son frère serve de larbin. Et du coup, avant que le match commence, Reigns, il dit à Jey Uso, va chercher ton cousin, enfin, pardon, cherche ton frère, démerde-toi avec lui, mais je te veux pas au bord du ring. Clairement, Roman Reigns, il a pas envie d'être aidé ce soir, donc il y va tout seul contre Cesaro. Prise de risque parce que Cesaro a été énorme. Alors on va en discuter, mais moi je trouve qu'ils ont
ils lui ont donné ce qu'on voulait qu'il lui donne depuis 10 ans, c'est-à-dire il a été hyper dominateur. Alors c'est difficile à décrire parce que Cesaro, c'est du catch technique, hein, donc il y a uppercut, dans tous les sens, il fait un dive par-dessus la troisième corde là sur Reigns qui est dehors, des superplex notamment. Ouais, voilà, il y a un moment où il chope Roman Reigns qui est, à l'extérieur des cordes mais sur le rebord du ring et hop, il lui fait hop, une superplex à l'intérieur du ring, voilà, quand on voit le poids de Roman Reigns par rapport à Cesaro, c'est assez impressionnant. Il tente des sharpshooters, des soumissions, tout ce que tu veux. Malheureusement, il se fait mal au bras et Roman Reigns va longtemps travailler le bras de Cesaro, en le tordant dans diverses possibilités, en lui faisant, heu, taper le poteau, en lui faisant des kicks, des gros coups de pied, des gros big boots sur le bras, sur le poteau. Il va même, à un moment donné du match, s'adresser directement à Daniel Bryan. Moi, ça m'a un petit peu surpris, hein, Roman Reigns, face caméra, là, il torture le bras de Cesaro et il lui dit: «Alors DB», il l'appelle DB, Daniel Bryan: «Alors DB, regarde bien, tu regardes ça depuis ta télé, qu'est-ce que tu en penses?» et tout. Il torture beaucoup, Cesaro. De toute façon, Reigns, depuis qu'il est heel, il parle beaucoup, hein, quand il catch, il trash talk. Cesaro va quand même réussir, plusieurs coups de maître, pour se sortir de l'impasse. Il va piquer un peu des prises aux copains, hein. À un moment, il fait un double stamp là, un peu à la Finn Balor sur le torse de Roman Reigns. Il réussira jamais à passer le Cesaro Swing, hein. Il va pas faire tourner Reigns. Il va pas non plus réussir à placer le neutralizer de mémoire. Ah, il en place peut-être un qui fait near fall? Je crois pas, non? Je sais Ça me plus. parle pas non plus, j'ai Non. pas le souvenir. Non, je pense pas. Mais, à un moment donné, il se fait coincer dans la guillotine de Roman Reigns, la fameuse prise de soumission. Alors il s'en sort, il réussit à faire une sorte de power slam pour contrer, pour taper Roman Reigns, mais, Reigns il lâche pas, il tient sa guillotine. Cesaro tente tout ce qui est en son pouvoir, mais il va finir par perdre connaissance et donc il ne tape pas, mais il s'évanouit et l'arbitre sonne la fin du combat. 27 minutes 30 de match, mais c'est finalement Roman Reigns qui gagne et qui reste champion, aux dépens du pauvre Suisse qui aurait été bien valeureux. Mais, on n'en finit pas là parce que Jey Uso débarque. Alors, Jimmy visiblement il est pas du tout dans le coin. Jey Uso débarque et il veut s'en prendre à Cesaro, hein. Il dit à Roman Reigns: «Vas-y, c'est à moi, maintenant je m'en occupe». Sauf que soudainement retentit la musique de Seth Rollins qu'on n'avait pas trop entendu, ces dernières semaines et qui a fait, petite soirée ce soir-là. Il avait pas de match, prévu. Rollins débarque, Burn It Down avec une magnifique chemise encore une fois, désiguale, colorée, tout ce que vous voulez, tout en blanc avec des taches partout et il monte sur le ring, il toise Roman Reigns. Moi, pendant un quart de seconde, je me suis dit: «Putain, ça y est, en fait, on va avoir une feud, Reigns-Rollins. En fait, c'est ça qu'on va avoir à Hell in a Cell». Mais ça a pas l'air parti pour, puisqu'en fait, Rollins, il se détourne vite fait de Roman Reigns et il attaque Cesaro. Voilà. On reprend cette feud qui date depuis WrestleMania. Il attaque Cesaro, il lui dit: «Mais t'es qui pour croire que tu m'as battu? C'est moi qui décide quand est-ce qu'on en finit. On n'en a pas fini». Il le tabasse. Il lui démolit le bras en lui coinçant le bras dans les chaises. Enfin, les moves classiques que font les heels pour blesser leur adversaire. Il lui place un curb stomp. Et il finit là-dessus. Donc Rollins. On finit sur une fin de pay-per-view où le pauvre Suisse aura quand même bien pris cher. Mais est-ce que finalement, voilà, ce main event Cesaro, est-ce qu'il a tenu ses promesses? Zigote, qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement? Il a plus que tenu ses promesses. Comme tu disais tout à l'heure, on n'en entendait pas moins d'un combat entre les 2 et là, ouais, je suis resté, j'ai fait: «Waouh!» Et j'ai cru à un moment donné du combat que Cesaro avait une infime chance de gagner. Il a pas démérité, Reigns a délivré tout son arsenal pour le mettre à terre, pour le faire abandonner et tout ça et Cesaro, ah non, il abandonne pas, il abandonne pas, il abandonne pas, il abandonne pas. Et malheureusement, il perd à la fin, mais quel combat, quel main event. Je serais un peu plus nuancé sur ce qui s'est passé après, parce que du coup, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Parce que moi, je pensais que j'allais juste terminer le show, victoire de Reigns, et puis ça n'allait pas aller plus loin. Mais l'intervention de Jay, je trouvais ça, je sais pas, j'ai pas trop compris l'intérêt, parce que c'est déjà un peu ce qui se passait. Surtout qu'il n'y a pas d'intervention de Jimmy. Vu que ces dernières semaines à SmackDown, on est un peu sur l'histoire des cousins, les frères Rousseau, où ça se chamaille un peu entre les trois. Et là, au bout du compte, Jimmy, on l'a vu qu'au début, mais on le revoit pas à la fin. Et il fait comme toi, je vois Seth Rollins arriver. J'ai cru, à un instant aussi, qu'on allait avoir Rollins qui allait éventuellement turner face pour mettre un beau petit Kurt Stomp de dernière, les fagots à Reigns, mais pas du tout. Du coup, ils reprennent la feuille là où elle s'était arrêtée avec Cesaro.
ça me déplaît pas, mais ça veut sûrement dire que Cesaro n'aura pas de match revanche contre Reigns, vu comment c'est amené, je trouve, à cette fin de show. Ouais, moi j'ai trouvé que la performance du match était effectivement énorme. Moi j'y ai cru, hein, vraiment, il m'a paru tellement dominateur Cesaro, et puis, bah, il faut bien dire, hein, dans le catch, il faut être 2, donc Reigns a très bien joué le jeu. Je me suis dit, bah, si, en fait, peut-être que Roman Reigns, il va être complètement, surclassé, surtout en étant, solo, sans Jey Uso et que du coup, on va nous raconter ensuite une histoire de Roman Reigns qui a été trop vaniteux, qui a trop cru, mais qui en fait, bah, du coup, Jimmy pourra dire: «Ah oui, mais il avait besoin de toi, tu vois bien qu'il peut pas gagner sans toi, Jey». Enfin, je m'étais fait le film. Bon, finalement, c'était pas le bon film, mais l'affrontement m'a quand même énormément plu et honnêtement, s'il y avait des suiveurs sceptiques, ou au sein de la WWE dans l'entreprise, que ce soit Vince McMahon ou je ne sais pas qui était pas certain du potentiel de Cesaro, je pense que là, depuis, 2 mois, il a complètement répondu à nos attentes et sur ce match-là, il a été monstrueux. Mais bon, chapeau aussi à Roman Reigns qui depuis des mois quand même, que ce soit contre Kevin Owens, Daniel Bryan ou autre, fait des très grosses performances. Mais, bah, comme toi, en fait, même sentiment, fin de match où finalement le Suisse se fait un peu lessiver. Par Rollins qui a déjà perdu 2 fois. Donc pourquoi revenir là-dessus? Ça me fait un peu l'impression que Rollins, il sait pas finir ses feuds. C'est comme la feud avec Mysterio là, ça dure, depuis longtemps et ouais, si Cesaro revient contre Rollins, ça fait un petit retour en arrière. Après, tout est possible, hein, puisqu'on a vu que Rollins et Cesaro ont eu leur match revanche, à SmackDown. Oui, Donc on peut avoir encore un match à SmackDown et un match quand même en pay-per-view, en Hell in a Cell? Je ne sais pas, mais ça reste un peu étonnant, oui, cette fin de show où il a l'air quand même vachement rabaissé, Cesaro après avoir fait une énorme perf. Donc je suis un peu mitigé sur cette fin de show, mais bah, main event de quasiment 30 minutes, donc grosse session de grosse leçon de catch, belle performance et n'hésitez pas si vous n'avez pas vu ce match à en profiter, ouais. c'est clair. Et encore, en plus, j'avais pronostiqué la victoire de Reigns, mais pendant le combat, je me suis dit: «Ah, peut-être que Reigns va perdre avec, les interventions de Jey et Jimmy». Tu vois? Je Oui. pensais qu'il allait y avoir un truc dans le genre et en fait, bah, non. Mais à la fin, j'ai gagné ma séance de pronostics. Tous les résultats sont bons. Ah ben voilà, perfect pour Zigote et bah, félicitations. Comme ça, c'est bien, tu peux le dire à l'écran en Merci, plus. merci, merci, merci. Ouais, ben moi je suis pas mécontent, ça aurait pu être une possibilité, mais que ce match, très, wrestling style soit clean en fait et finisse sans intervention, sans, super kick d'un Uso, pendant que l'arbitre regarde pas, tout ça. Ça aurait pu être un main event très, comment on appelle ça déjà? Ah merde, j'ai perdu mon terme. Feeling? Intervention? Ouais, ouais, overbooking, ouais, voilà, trop Booking, overbooké. pardon. Mais non, donc c'est pas plus mal. Et ça a bien fini, je trouve, un show qui a été, ben, relativement solide. Alors, ça va être le moment du mot de la fin, Zigote. Je vais te laisser la parole pour ton top, ton flop et ta note et ensuite nous lirons ce que nous a laissé Papy, qui nous a laissé son petit avis en commentaire sur Discord. Mais honneur aux petits nouveaux, honneur aux débutants. Voilà, premier pay-per-view, ça sera WrestleMania Backlash, tu t'en souviendras toute ta vie, Zigote. Alors je te laisse nous dire ce que tu en as pensé. Flop, bon, je vais donner ça au délire, zombie, dans le match, Damien Priest, The Miz. Bon, j'ai pas été choqué plus que ça m'a pas déplu, mais si je dois donner un flop sur tout le show, c'est celui qui va ressortir. Après le top, c'est une bonne question. Bon non, bah, le top non, c'est même pas une bonne question, hein. Ça va être, le match, Cesaro contre Reigns. Voilà, même si le main event, des 3 Golgoth, du Triple Threat d'avant, mérite aussi un top, mais non, là, Cesaro pour ce qu'il a démontré sur le ring, enfin pour nous les suiveurs depuis très longtemps, on sait ce que vaut Cesaro et là, ouais, ils ont que ce soit Reigns ou lui ont délivré la marchandise. Je suis bien resté sur le très, très, très accroché main event. Ils ont fait voir, leur plus belle partition de catch et je donnerais comme note, moi je vais être généreux, je vais donner, enfin généreux, façon de parler, 3,5 sur 5 pour ce pay-per-view. Parce que j'ai eu une très bonne impression. À part le poste sans peut-être l'intervention de Rollins, après, il aurait peut-être pu avoir un 3,75 comme tu me les aimes, Rafa. Très bien, effectivement, plutôt bonne note. Moi, je vais, avoir du mal à décerner, un flop et un top. Ce qu'on va faire, c'est que comme tu en as, voilà, tu avais les tiens, je vais essayer de changer un peu
le sujet, même si, j'aurais pu dire les mêmes, hein, le flop aux zombies et le top au main event. Du coup, pour changer un peu, moi, je vais donner mon flop, au, comment dire? Au scénario du match, tag team qui était un peu trop long. Désolé pour tonton, si tu m'écoutes, mais un peu trop long, un peu trop prévisible, un petit peu trop, tiré sur la corde des underdogs, père et fils, je trouvais que c'était pas nécessaire. Et que du coup, ça m'a pour moi qui, suis tout à fait, fan, des histoires racontées dans le catch et qui auraient pu, être, totalement emballé par la victoire du père et du fils, j'ai trouvé que ça arrivait peut-être un peu trop vite, un peu trop comme ça, un peu trop, presque en weekly. Bon, c'était pas un weekly, mais presque un peu en voilà, milieu de tableau, secondaire, et c'est un peu dommage. Et le top, du coup, si on le met pas à Cesaro et Reigns qui le méritent, je vais le mettre au deuxième match parce que j'ai beaucoup aimé, voilà, l'autre match champion du monde, Braun Strowman, Bobby Lashley et Drew McIntyre pour cette belle distribution de testostérone. Et moi, je vais mettre 3,5 effectivement. Je trouvais qu'il y avait de la solidité dans les matchs, mais que globalement, bah, d'ailleurs, moi aussi, je crois que j'ai quasiment, tout bien pronostiqué, je trouve qu'il y a un petit manque de surprise et heu et on sort de ce pay-per-view. J'ai pas trop avancé grand-chose finalement, je trouve. Voilà, bon, ben, Rhea Ripley, Bianca Belair, toujours championne, Bobby Lashley, Roman Reigns, toujours costaud. Bon, OK, mais ça c'est pas un pay-per-view révolutionnaire. Alors peut-être que Hell in a Cell va changer la donne et ça manque, d'un peu plus de folie, j'ai trouvé. Et notre ami Papy. Alors Papy, lui, il a, un peu changé l'ambiance, il met, son top à Bianca contre Bayley. Voilà, il a bien aimé. Belle histoire entre les cornes, nous dit-il. Et le flop pour le pay-per-view, au Thunderdome, hein, c'est ce qui lui a pas plu à Papy. Il dit: «Bon show sans être extraordinaire, mais il s'est pas enflammé. La faute à un pay-per-view sans public, ça fait mal après WrestleMania et absence de trucs vraiment passionnants». Alors Papy, lui, il aime pas trop le fait que Reigns, soit trop dans les histoires de ses cousins pendant que Cesaro sur Rollins, donc il se demande même si c'était digne d'un main event. C'est quand même, c'est quand même sévère Papy, mais effectivement, c'est vrai que notre ami Papy regrettait un peu que Cesaro se fasse voler la vedette de son propre moment par, la storyline des cousins. Moi, je pense que c'est justement aussi une façon de le protéger, de lui éviter trop de micros et de laisser, l'histoire s'écrire toute seule, mais je comprends ce que notre ami Papy veut dire, hein. Peuple de Ketchup, si vous, vous voulez nous donner votre avis, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors sur YouTube, hein, bah, commentez, allez-y, vraiment, ça nous fait plaisir et ça nous est super utile sur la chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. Vous nous écoutez peut-être en version audio, dans ce cas-là, voilà, c'est Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Pareil, vous pouvez, interagir avec nous sur Facebook, sur Twitter, CatchupCDC, sur Instagram et sur le fameux Discord dont on parle beaucoup, où nous avons nos fans qui nous écrivent, qui pronostiquent, participez, aux pronostics pour voir si vous êtes doués et sur lesquels on peut discuter de tous ces sujets. Bah, écoute Zigote, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit dernier mot, un petit retour sur ce premier backlash? Qu'est-ce que tu vas raconter à tes amis et à tes petits-enfants, sur ce moment historique de ta vie? Je ne suis pas sûr que ma fille, comprenne, le casque que je suis en train encore regarder. Je pense qu'elle est un peu trop jeune. Mais non, j'étais plutôt franchement non, plutôt, agréablement surpris du pay-per-view. Moi, c'était plutôt, pas mal et puis ça a été un plaisir pour cette, 1re en duo avec toi, Raph. Eh ben, très bien, moi ça m'a fait plaisir aussi. Ça fait un petit moment, que enfin, nous nous étions pas vraiment croisés d'ailleurs, hein. C'est notre On première se en duo. tourne autour. Voilà, c'est ça, ça y est, c'était la première. Et moi je suis assez globalement, satisfait du pay-per-view, mais effectivement, c'est cette ambiance qu'on a décrit un peu, c'est qu'on est content sur le catch et voilà, solide, c'est un terme, je trouve que c'est le terme qu'on dit quand c'est bon, mais c'est pas fou. Voilà, ça, assez solide. Il nous a manqué. Après, j'y réfléchissais, le casting a été un petit peu étonnant, hein. On n'a pas de Randy Orton, par exemple, ni d'AJ Styles, pas eu, bah, Sheamus en opener, mais pas eu la ceinture, intercontinentale, donc on a eu aussi finalement une carte assez courte avec pas tant de matchs que ça, mais des gros matchs assez longs et puis finalement, alors ça, c'est aussi une autre surprise, hein, un pay-per-view qui s'appelle Backlash WrestleMania, on a eu, aucune affiche qui était une vraie revanche de WrestleMania, finalement. Ouais et après un truc aussi que je ne comprends pas depuis, très longtemps, c'est l'intérêt des pré-shows, avec, des pay-per-view sans public. Ouais, ça, c'est un mystère. Bah, c'est pour le network, j'imagine. Ouais, Mais c'est voilà, vrai que ça doit être con d'être catcheur et d'arriver au pré-show et de parler au micro. En plus, là, c'est un open challenge, donc je sais mieux s'il a parlé un peu, voilà, quand il y a pas de public et bon, il y a le Thunderdome toujours, mais c'est pas non plus la folie, quoi. non, c'est clair.
Du coup, c'est vrai que avec le match, des zombies où on a eu la déco, film apocalyptique, on n'a pas trop eu la réaction du Thunderdome sur les zombies, je sais pas si ça aurait été une bonne chose. Non, je sais pas, mais après c'est dommage parce que ce côté cette ambiance, ça a été plutôt, moi j'ai trouvé ça cool à regarder. Ouais. J'ai vu même avec enfin, un pan de ma vie privée pendant que je regardais le show, ma compagne m'a dit, elle fait: «Oh ça fait cool!» alors qu'elle regarde pas trop le catch, mais elle a dit: «Oh ça fait sympa l'ambiance et tout». Donc comme quoi, à la limite ça peut peut-être toucher une partie de la population de ceux de gens qui ne regardent pas forcément le catch et qui vont plutôt se dire: «Oh tiens c'est cool à regarder, c'est marrant ce qu'ils font». Ouais, moi j'ai trouvé ça bien, réalisé, hein, le la fumée, du sol là, les décors et les zombies tout simplement eux-mêmes, mais après c'est le choix de ça dans Voilà. l'ensemble. Voilà, mes peuples de Ketchup, vous savez tout, on en a fini avec ce backlash, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des zombies, de Cesaro, de Rhea Ripley, de Bayley, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt, donc comme on vous a dit, hein, il y a des You Talk Too Much avec des invités de qualité, notamment le légendaire Jean Brassard. Il y a des analyses sur la AEW, il y a des analyses sur NXT, et puis on va repartir avec Raw et SmackDown comme d'habitude, comme toutes les semaines. Donc restez connectés. Zigote, merci à toi d'être venu, et puis ben à très bientôt sur Catch Up. Salut Raph, à bientôt! Salut à tous. Est-ce que tonton va se faire manger par les zombies? C'est une bonne question.